Bonjour à tous. Nous avons effectivement le plaisir de recevoir Frédéric Pommier, qui est journaliste à France Inter, qui est très courageux parce qu'il s'est levé au milieu de la nuit, qu'il a déjà derrière lui des heures et des heures de travail, puisqu'il a fait la revue de presse ce matin sur France Inter, qu'il a sauté dans un train et qu'il est là à présent. Effectivement, Suzanne, c'était dit il y a un instant, Suzanne, c'est votre grand-mère, mon cher Frédéric, autour de laquelle vous avez écrit, mais c'est aussi un sujet, indépendamment du sien, qui est tristement, je dirais, d'actualité, c'est la vie de nos plus anciens dans des EHPAD, qu'on appelle EHPAD maintenant et plus maison de retraite. Ce qui était peut-être plus joli, dans maison de retraite, il y avait maison. Ça pouvait être un petit peu plus doux aux oreilles. Suzanne a quel âge aujourd'hui ? Elle va avoir 97 ans au mois de juin. Et elle ne pouvait donc, si elle est allée vivre en EHPAD, c'est qu'elle ne pouvait plus vivre chez elle. Oui, c'est le cas de la plupart des personnes qui sont dans des établissements de cet ordre-là. Quand la dépendance devient trop importante, elles ont besoin d'un environnement médical et d'un lieu de vie médicalisé. C'était son cas, elle y est allée à contre-cœur. Elle n'avait absolument pas envie d'aller dans une maison de retraite. Elle a toujours considéré que les maisons de retraite étaient des mouroirs. Elle disait jamais je n'irai dans un établissement comme ça. Et puis elle a dû se résigner aussi en écoutant les pressions des médecins. Un médecin qui devait s'occuper de lui soigner les jambes, qu'elle avait mal en point, a dit qu'il voulait bien lui soigner les jambes si, une fois soignée, elle partait dans un EHPAD parce qu'il estimait que c'était trop dangereux pour elle de rester seule chez elle, même si ses filles n'étaient pas très très loin. Elle était quand même seule et ceci, estimait-il, n'était plus possible. Alors, indépendamment du choc que ça représente, évidemment, que de changer d'univers radicalement comme ça et de se retrouver dans une forme de communauté, pas toujours très, très accueillante, en tout cas, le premier EHPAD dans lequel elle était, puisque je crois qu'elle a changé, non ? Elle est dans un autre maintenant. Le premier EHPAD qu'elle a fréquenté était infréquentable. Disons qu'il y a pas mal de choses qui laissaient à désirer, mais ce n'est pas le pire des établissements qui existent. Il y avait une forme de laisser-aller, il y avait une direction un peu trop absente, il y avait un personnel vraisemblablement débordé souvent, il y avait une nourriture infâme. Voilà. Elle qui est attachée, qui aime les plats en sauce, par exemple, Oui, et qui aime les bonnes choses, ouais. elle trouvait qu'on mangeait très mal. Oui, c'est le cas dans pas mal d'établissements. Quand ça ne fait pas mourir, parce que là, vous avez vu tristement dans l'actualité, c'est dans cet EHPAD où il y a eu un problème visiblement de chaîne du froid, ou enfin je ne sais pas, d'une bactérie qui en tout cas a tué. Oui, parce que ce sont des personnes fragiles. Après, il faut quand même redire qu'il y a énormément d'établissements qui fonctionnent très bien, que l'essentiel des établissements ont des directions bienveillantes et suffisamment bienveillantes avec leur personnel pour que le personnel lui-même soit bien traitant avec les résidents. Mais dans l'établissement où elle était, elle n'a pas trouvé ça formidable en effet. Ceci dit, le livre aborde cette question de l'EHPAD de façon assez légère. C'est pas l'essentiel du livre. L'essentiel du livre, c'est la vie de ma grand-mère. Oui, mais ce qu'elle a vécu en EHPAD a quand même été le déclic, ce qui s'est passé. Peut-être n'auriez-vous jamais écrit d'ailleurs Oui. sur elle s'il n'y avait pas eu ça. Oui, parce que je l'ai raconté un petit peu à l'antenne de France Inter, et après avoir raconté la vie de cette femme de 95 ans qui se trouve dépossédée de tout une fois qu'elle arrive dans cet établissement, dépossédée de ses biens, dépossédée de ses goûts, dépossédée de sa liberté, j'ai reçu énormément de témoignages de familles qui me disaient vivre des choses très similaires ou bien pires pour leurs parents. J'ai reçu aussi beaucoup de témoignages de directeurs d'établissements, dont certains me disaient, je vous assure, chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Des témoignages de soignants qui me disaient, on fait ce qu'on peut, mais on n'a pas assez de moyens pour faire bien notre métier. Et dans ces témoignages de soignants, il y en avait plusieurs qui me disaient, moi, je ne sais même pas de qui je m'occupe. Je ne connais rien de l'histoire des personnes dont je m'occupe. On connaît vaguement leur pathologie, mais on ne sait rien de la vie qu'ils ont eue avant. Et c'est comme si finalement les résidents de ces EHPAD, de ces maisons de retraite, avaient toujours été grabataires, avaient toujours été dépendants, avaient toujours eu 90, 95 ans, ce qui évidemment n'est absolument pas vrai. Et c'est ça qui a déclenché le déclic de l'écriture. Je me suis dit que, en racontant la vie de Suzanne, je rappellerai que toutes les personnes de cette génération-là, ce qu'on sait évidemment, mais on n'en a pas forcément toujours conscience,
Elles ont eu une enfance, elles ont eu une adolescence. Suzanne, elle a eu des rêves d'enfant, elle a aimé la vie et son adolescence. Elle a été une femme amoureuse, elle a couru vite, elle était championne de tennis. Elle a fait l'amour, elle avait un corps qui était un vrai corps qui a vécu. Elle n'a pas toujours eu le corps abîmé qu'elle a aujourd'hui. Elle a été une épouse, elle a été une mère. Elle a eu des malheurs aussi, elle a eu des difficultés dans la vie. Évidemment, elle a traversé le siècle. Donc le livre permet aussi de raconter de l'histoire du pays à travers les années. Et il y a un chapitre par année, de 1922 à 2018. La vie de cette femme, c'est aussi l'évolution du rôle de la femme et la vie de notre pays. Et beaucoup d'élégance aussi dans sa façon d'être. Le sourire quand même, c'est une expression qu'elle aime bien. C'est une expression qu'elle a inventée quand elle était adolescente, elle avait 12-13 ans. Elle habitait à Caen à ce moment-là, et en effet, dès qu'une de ses amies avait le moral en berne ou n'en pouvait plus de l'oppression familiale ou scolaire, Suzanne lui lançait SQM. 3 lettres comme ça, et SQM, ça voulait dire sourire quand même. Et c'est une devise qu'elle a conservée jusqu'à aujourd'hui, même si aujourd'hui elle a un petit peu du mal quand même. À bientôt 97 ans, à se dire je dois encore sourire, bon, ok, je veux bien essayer. Mais ce SQM, oui, ça l'a habité, et ça lui a permis de se relever de pas mal de drames que je raconte dans le livre, qui sont des drames que connaissent beaucoup de femmes qui peuvent avoir cet âge-là aujourd'hui. Des deuils, beaucoup de deuils, oui. Bah, tous les hommes de sa vie, en fait. Enfin, son petit frère, son fils et son mari, alors qu'elle avait elle-même 40 ans, ce qui est jeune. Pour être veuve, elle se retrouvait veuve à 40 ans avec 4 filles. Et nous, les petits-fils, on est finalement les premiers hommes de sa vie à vivre. Donc évidemment, ça resserre les liens aussi. Comment est-ce donc vous avez pris la décision, c'est pas venu du jour au lendemain, mais peu à peu ça a été une élaboration et c'est devenu une évidence que d'écrire sur elle. Comment est-ce que vous avez, parce qu'à un moment donné il s'agit de travail aussi, comment est-ce que vous avez travaillé avec elle, avec peut-être probablement j'imagine aussi sa fille, c'est-à-dire votre mère. Vous avez dû mener au fond une véritable enquête. Oui, il fait chaud. Et une enquête qui va quand même dans le... Enfin, vous l'avez déjà un peu compris à travers ce que vous avez déjà dit, mais qui va dans l'intime. C'est une forme d'enquête parce que, comme c'est un portrait de femme, je voulais, oui, savoir un maximum de choses. Moi, j'ai été la voir assez régulièrement et puis on a parlé des heures et au téléphone aussi. Alors, vous preniez des notes, vous l'enregistriez. Comment est-ce que vous procédiez ? Je prenais des notes sur mon ordinateur. Quand j'étais chez elle, dans la maison de retraite, j'étais installé juste à côté d'elle avec mon ordinateur sur les genoux et je lui posais des questions. Au début, je ne savais pas trop dans quel sens aller. Donc, je lançais des dates ou des événements de sa vie importants. Je lui disais, tiens, raconte-moi ton mariage, raconte-moi la naissance de chacun de tes enfants. Raconte-moi ton enfance, à l'école ça se passait comment. Raconte-moi une nuit d'amour avec mon grand-père. Bon là c'est un petit peu gênant. C'est pas évident du tout comme question. De poser la question. Oui. Mais rapidement elle m'a dit écoute j'ai 95 ans, je suis plus à ça près, allons-y. Donc elle m'a tout raconté en détail. Parce que je lui demandais, je lui ai dit mais c'est très intéressant. Ça raconte aussi quelle était toi ta vision de la sensualité et du rapport que tu avais avec ton mari dans les années 50, les années 60. Après, le jour où elle m'a parlé de ça, le soir, elle a appelé ma maman en lui disant « Je suis un petit peu gênée de ce que j'ai dit à Frédéric aujourd'hui. Ça m'ennuierait un petit peu que ça se retrouve dans le livre. On a parlé de choses un peu très intimes. » Maman lui a dit « Tu sais, tu n'es pas obligé de répondre à toutes ces questions. » Ce à quoi ma grand-mère a ajouté « Mais tu sais, il agit un peu comme un inquisiteur. » Donc j'ai découvert ce jour-là que j'étais un inquisiteur. Mais ça m'a permis en effet d'écrire une scène d'amour. C'est très étrange d'écrire une scène d'amour entre sa grand-mère et son grand-père. Mais c'est des choses qu'elle m'a racontées parce que je l'ai interrogée. Et puis à un moment donné, ma maman a retrouvé un document que ma grand-mère avait terminé d'écrire au début des années 2000, où elle avait déjà couché sur le papier énormément de souvenirs. Alors moi, au bout d'un moment, je me suis appuyé sur ce recueil-là pour l'interroger de nouveau. Alors il y avait des choses qu'elle avait déjà oubliées, il y avait d'autres choses qui n'étaient pas bien datées, donc j'essayais de remettre les événements dans l'ordre.
en lui disant écoute, dans ce que tu as écrit, tu racontes que tu as vu tel film à cette époque-là, c'est pas possible, il n'était pas sorti. Cette chanson, c'est pas possible que tu l'aies entendue quand tu habitais dans telle ville parce qu'elle est sortie un petit peu après. Là, c'est le journaliste qui va vérifier les sources d'infos. Ah ben, je voulais qu'historiquement le livre tienne la route et que personne ne me dise vous dites n'importe quoi. C'est pareil pour les années de guerre. Elle était à Laval à ce moment-là. Un peu plus de 4 ans d'occupation. Elle m'a raconté les bombardements. Moi, j'ai redaté les bombardements. À 95 ans, ça reste des choses très importantes. Les choses les plus importantes dans sa mémoire aujourd'hui, c'est son enfance. Donc là aussi, j'ai essayé d'être le plus précis possible. Et les années de guerre et les décès aussi. Plus que les dernières années, évidemment. Vous lui avez apporté des photos, par exemple, pour ressusciter la mémoire? Pas énormément, mais quelques-unes quand même. Celle qui fait la couverture du livre, par exemple. Là, on est en 1942 et la photo est prise devant le club de tennis de Laval. Là où elle a rencontré mon grand-père. Ils se sont rencontrés sur un court de tennis. Donc la ville, à ce moment-là, est occupée. Il y a des Allemands un peu partout. Et pour elle, la guerre, c'est évidemment la peur des Allemands, mais aussi la rencontre avec son mari. Donc elle est un peu partagée sur ces années en disant il s'est passé des choses merveilleuses et en même temps l'ambiance était absolument terrible. Et au poignet, elle porte le bracelet que mon grand-père lui a offert le jour de sa demande en mariage, sur une barque, sur la Mayenne, sous le viaduc, quand il a cessé de ramer, qu'il s'est agenouillé et qu'il lui a dit « Suzanne, voulez-vous poursuivre avec moi le chemin de la vie ?» Elle a dit « Vous n'y pensez pas, Pierre, c'est impossible. Vos parents sont industriels, les miens ne sont que commerçants. » Seul à quoi il a ajouté « Voyons, Suzanne, tout ceci, on s'en moque, m'aimez-vous, c'est la seule question. » Elle a répondu « Je vous aime ». Il a posé un baiser sur ses doigts et lui a offert ce petit bracelet en perles blanches. Et cette photo, je la lui ai montrée évidemment en lui demandant si ça lui convenait, si cette photo était celle qui faisait la couverture du livre. Et elle m'a dit qu'elle se trouvait assez jolie. Elle a bien raison. Elle faisait quelle tête, en fait, par exemple, en vous racontant cette scène-là? Elle était émue? Elle était assez professionnelle dans le récit. Les chiens font pas des chats, Oui, si je peux me permettre. Mais émue, oui, il y a des choses qui l'ont émue. Raconter les décès de ses proches, c'est terrible parfois. Moi, j'étais même un peu gêné de l'interroger sur ces choses-là. Et quand elle raconte la mort de son fils, qui était tout bébé, puis je la raconte dans les livres, ça a été dur à écrire. Ils l'ont presque tué, leur bébé. Tel qu'elle me l'a raconté, en tout cas, elle ne comprend toujours pas. Ils ont suivi les conseils d'un médecin et il leur a quasiment fait mourir leur bébé. Et ça, c'est dur pour elle. C'est dur aussi quand elle me raconte ses parents, sa maman qui ne l'aimait pas et sa maman qui lui a interdit, alors que Suzanne était déjà bien grande, de revoir son papa qui était parti avec une maîtresse dans le sud. Dans les années 50, on avait le droit d'avoir une maîtresse, m'expliquait ma grand-mère, mais on n'avait pas le droit de partir avec elle. Dans la bourgeoisie lavalloise, ville de province de 20-30 000 habitants, les hommes bourgeois avaient le droit d'avoir leur maîtresse. Mais partir, là, c'était la honte absolue. Et Suzanne, de ce jour-là, parce qu'elle avait peur de sa maman, a cessé de voir son papa, qu'elle adorait pourtant, car il était artiste, il était peintre, et elle a toujours eu ce côté artiste aussi. Suzanne, elle aime la fête, elle voulait être comédienne, elle voulait faire le tour du monde, elle a toujours conduit très vite, elle aimait la vitesse, elle aime la peinture, elle aime la lecture. Le vin, la bonne bouffe, tout ça. Le vin, la bonne... Et puis surtout être joyeux, elle aime la vie. Elle faisait des réveillons déguisés, elle aime se déguiser, elle aime faire des farces. Et elle se moque de nous, ses petits-enfants, régulièrement. C'est ça qui permet aussi... Elle vous trouve un peu vieux? Ça peut arriver. Non, elle se moque allègrement de nous. Donc on a le droit aussi de se moquer d'elle. C'est quelqu'un dont on peut se moquer encore à 97 ans. Et ça la fait rire, on se fait marcher mutuellement. Qu'est-ce que ça a changé, ce livre, ces confidences entre vous, dans vos relations? Et est-ce que vous aussi, ça vous a amené, alors ça n'est pas dans le livre, mais peut-être à lui révéler des choses de votre vie à vous? Non. Non, parce qu'en fait, moi, elle m'a appris des choses, mais elle nous a toujours beaucoup raconté de choses. C'était une bavarde, et c'est pas quelqu'un... C'était une bavarde timide. Alors les gens bavards, on se dit toujours ils sont pas timides, c'est pas possible. Mais à chaque fois, elle nous dit mais si, je suis timide.
On l'a jamais cru, mais elle continue à nous dire si je suis timide, c'est pour ça que j'ai pas été comédienne, j'ai pas osé aller jusqu'au bout. Mais en tout cas, elle a toujours été dans la transmission, et ce livre, c'est aussi un livre sur la transmission. Qu'est-ce qu'on se transmet d'une génération à l'autre, et quand on arrive à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'on laisse aux autres. Et c'est pour ça que ce livre, c'est son histoire, mais c'est aussi pour inviter les générations à se parler entre elles. Moi, dans les retours qui me font le plus plaisir, c'est les lecteurs qui me disent j'ai refermé le livre, j'ai appelé ma grand-mère. Ou j'ai été voir mon grand-père en lui disant il y a plein de choses que je t'ai pas demandé, raconte-moi. Et d'autres qui me disent moi j'ai pas osé ou j'ai pas pensé à poser toutes ces questions. Et finalement Suzanne c'est devenue ma grand-mère. C'est étrange pour moi aussi. Et donc il y a pas mal de lecteurs qui me disent que Suzanne est devenue leur grand-mère ou qu'en lisant le livre ils ont pendant toute la lecture pensé à ces femmes qui ont nourri leur enfance parfois, qui n'ont pas du tout eu la même vie, mais dit mais il y a plein de connexions avec d'autres histoires. L'EHPAD, il y a plein de connexions parce que tout le monde connaît quelqu'un qui est dans un établissement ou quelqu'un qui a un parent dans un établissement et tout le monde peut retrouver des scènes qu'on a entendues. Mais ce que je trouve plus intéressant, moi, c'est que ce soit dans la traversée, dans la vraie vie, que tout le monde puisse grappiller des choses qui le concernent. Mais c'est terrible parce que vous disiez tout à l'heure que dans les EHPAD, effectivement, le personnel est le premier quelquefois à en souffrir, mais on n'a pas le temps de parler avec les gens, on a à peine le temps de 6 minutes par toilette dans certains EHPAD, donc c'est pas grand-chose. Donc encore moins évidemment le temps de parler. Ce qu'ils entendent le plus peut-être nos anciens, c'est dépêchez-vous, faites ci, ils sont brusqués, sinon brutalisés, mais brusqués dans leur corps. On leur parle pas, on s'intéresse pas à leur histoire, comme si effectivement ils avaient toujours été vieux. C'est ça qui est désolant. C'est terrible. Ah bah oui, parce qu'on veut. Et on parle d'eux presque quelquefois à l'imparfait déjà. Oui, et puis, mais à nouveau, je ne cesse de le dire, il y a plein d'établissements où ils font différemment, où ils arrivent à parler avec les résidents et où ils en savent davantage. Mais on parle à l'imparfait et puis souvent, oui, ça peut être des lieux qui sont déconcentrés de détresse. Il y a la détresse parfois des résidents qui se sentent très seuls, alors que ce sont des lieux collectifs. Et même quand ils ont de la famille, parfois ils se sentent seuls parce qu'ils ont tout laissé, finalement. C'est un vrai choc quand même de tout laisser. Ils vivent hors champ, enfin hors sol. C'est une vie un peu hors sol quand même. On n'est plus chez soi. Et parfois on met toutes ses économies, toute sa vie dans ces établissements-là. Enfin, c'est un choc. Et puis les soignants se sentent parfois maltraités aussi. Et puis les aidants, parfois se sentent en situation de détresse. Il y a la culpabilité souvent de confier son parent à une institution. Et quand on se rend compte que l'institution dysfonctionne, à la culpabilité s'ajoute la honte. Donc c'est hyper compliqué. Et ce que je trouve, moi, étrange, ou en tout cas intéressant de relever, c'est que toutes ces détresses-là, dans les établissements où ça dysfonctionne, ce sont avant tout des détresses féminines. Parce que les résidents sont avant tout des résidentes, parce que les soignants sont avant tout des soignantes, et parce que ce sont majoritairement les filles qui accompagnent leurs parents vieillissants. Et souvent, je me dis, tiens, si c'était des hommes, si les résidents étaient majoritairement des hommes, si les soignants étaient majoritairement des hommes, et si c'était des fils qui majoritairement accompagnaient leurs parents vieillissants, est-ce qu'on aurait laissé cette situation terrible par endroits s'installer ? Je ne crois pas. Donc je crois aussi qu'on est dans une forme de discrimination féminine avec cette situation qui par endroits est terrible. Et c'est pour ça que je suis heureux que ça frémisse un peu, qu'on s'intéresse de plus en plus au grand âge, ou que de plus en plus on prenne conscience qu'il faut changer le regard sur nos aînés, arrêter de les cacher. Ils appartiennent quand même à une population invisible aujourd'hui. Il y a deux populations qu'on ne voit pas, c'est les prisonniers et les très très âgés. On voit des personnes handicapées parfois dans la rue, on voit après tous les âges de la vie, mais les très très âgés, non, on ne les voit pas. Et comme on ne les voit pas, on n'y pense pas trop parfois quand on n'est pas concerné. Et puis ça veut dire aussi qu'on ne veut pas se voir soi-même vieillissant. Alors qu'il y a plein de choses légères à faire, qu'il y a plein de choses heureuses à faire, et que, comme Suzanne, on peut avoir envie de vieillir en souriant quand même. Et dans des établissements, c'est possible. Donc si dans des établissements, c'est possible, il faudrait faire en sorte que dans tous les établissements, ce soit le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas.
Merci beaucoup Frédéric Pommier. Merci Patricia Martin.